Nous sommes dans l'après-midi du 25 mai 2017 à Atlanta, c'est en Georgie, aux États-Unis. Il y a un temps nuageux avec des averses éparses par-ci par-là. Il fait juste aux environs de 20 degrés et donc tout ça, ça crée une atmosphère un petit peu grise et humide. Dans une maison, Nicole Gordon, 42 ans, est allongée sur le canapé et elle aussi, elle se sent grise et lourde, comme le temps en fin de compte. Elle a une poche de glace sur la tête parce qu'elle a un mal de tête insupportable. L'un des pires maux de tête qu'elle n'ait jamais eu. Elle est totalement incapable de faire autre chose que d'être allongée sur le canapé. Et Nicole n'a absolument aucune idée de pourquoi elle a ce mal de tête. Mais elle va le découvrir bientôt, et vous aussi, si vous continuez à suivre cette histoire. Bonjour et bienvenue sur cet épisode de Récits de l'ombre. Souvenez-vous de faire un petit like si vous aimez bien cette vidéo et de vous abonner et d'appuyer sur la cloche pour être averti la prochaine fois où j'envoie une vidéo. Logiquement, ça devrait se passer d'ici une petite semaine. Mais revenons maintenant à Nicole. La seule chose qu'elle peut relier à ce mal de tête, c'est que 3 semaines plus tôt, elle a eu un petit accident de voiture et qu'une de ses vitres s'est brisée et a coupé son visage, son front entre autres, avec des éclats de verre. Mais ça ne suffit pas vraiment à provoquer ce mal de tête vraiment horrible qui ne s'est pas dissipé du tout depuis 3 semaines. Alors, elle a bien entendu pensé à aller à l'hôpital pour se faire examiner, pour voir ce qui cause ce mal de tête. Mais à chaque fois, vous savez comment c'est, on laisse tomber, on se dit que, surtout qu'aux États-Unis, il faut tout payer. Donc, elle se dit, il me suffit de prendre des ibuprofènes et puis que je tienne bon et il va bien finir par disparaître comme il est venu. Donc, elle passe ses journées allongée sur son canapé, elle ne se lève que pour aller aux toilettes et pour manger, en gros, et puis elle a arrêté de travailler pour le moment parce qu'elle est absolument peut pas du tout travailler, et elle reste donc dans l'obscurité parce que la lumière lui fait mal aussi, avec sa poche de glace sur la tête en espérant que son mal de tête finisse par disparaître. Alors que Nicole est allongée, elle entend la porte de derrière de la maison s'ouvrir. C'est son petit ami, Geronte Kane, qui rentre avec les courses. Alors il commence par ranger les courses, et puis il entre dans le salon où elle se trouve, et il lui demande, alors, comment ça va ? Ah écoute, ça va pas mieux. Mon mal de tête est toujours là, qu'elle lui dit, d'une voix extrêmement fatiguée. Tu pourrais aller me chercher de l'ibuprofène et de l'eau dans la cuisine, s'il te plaît, tu serais gentil. Géronte acquiesce, va dans la cuisine et revient rapidement avec un verre d'eau et des médicaments. Tiens, prends ça, qu'il lui dit. Tu devrais vraiment aller voir un médecin quand même, hein, lui dit-il pendant qu'il lui tend le verre. Alors, Nicole, elle lui sourit faiblement, elle prend l'ibuprofène, ferme les yeux et se rallonge avec sa poche de glace sur la tête. Quelques secondes plus tard, Géronte et Nicole entendent frapper à la porte d'entrée. Alors Géronte s'approche pour regarder au travers des stores pour voir qui est-ce qui frappe, et puis il voit que c'est la meilleure amie de Nicole qui s'appelle Leisha. Nicole, c'est Leisha qui est là. Tu veux que j'aille ouvrir la porte ? Alors, même si Nicole et Leisha sont très proches l'une de l'autre, hein, ça fait une vingtaine d'années qu'elles se connaissent. Leisha, c'est le genre de nana très énergique, qui n'arrête pas d'appeler, d'envoyer des messages, de parler, et depuis que Nicole a des maux de tête et qu'elle s'en est plein, elle la bombarde de messages. Donc oui, c'est vrai que Leisha, elle est gentille, elle veut bien aider, mais en ce moment, franchement, Nicole, elle peut pas supporter cette énergie débordante, elle a tout simplement pas la santé pour ça. Parce que quand on est malade, quand on est fatigué, et ça vous le savez sûrement, on n'a pas trop envie d'avoir quelqu'un qui est en train de tourner autour de vous comme une abeille et en train de parler constamment. Et de toute façon, avec les maux de tête qu'elle a, elle ne peut pas suivre une conversation ou tenir une conversation et surtout pas écouter les chats parler. Et de plus, Leisha et Géronte, ils s'aiment pas trop, ils s'entendent pas très bien, ils s'entendent même pas du tout.
Donc Nicole ne se voit vraiment pas gérer ce genre de situation en ce moment. Donc il lui dit non, écoute, laisse-la dehors, laisse tomber. Je peux vraiment pas gérer son énergie en ce moment. L'écha, elle est persistante, donc elle continue à frapper très fort à la porte d'entrée. Elle comprend vraiment pas une allusion, quoi. Hein. On lui ouvre pas, donc logiquement elle devrait comprendre. Mais non, elle comprend pas. Elle commence à appeler le téléphone de Nicole. Et Nicole, et puis elle retéléphone à chaque fois que ça arrête de sonner. Donc Nicole, elle tend la main, elle met son téléphone sur vibreur parce que rien que le son du téléphone, ça lui fait la tête comme une pastèque. Donc voilà, finalement, Nicole regarde Géronte et elle lui dit non, écoute, franchement, j'ai vraiment pas besoin de ça en ce moment. Je vais aller me coucher dans la chambre. Donc elle prend son téléphone, elle se lève du canapé, elle traverse péniblement la maison tout doucement, elle passe devant la porte d'entrée et elle se dirige donc dans sa chambre et elle est sur le point de s'allonger sur le lit quand elle commet l'erreur d'ouvrir les stores un petit peu et sa chambre elle est donc placée à l'avant de la maison et donc du coup elle peut voir que Leisha est toujours là. Et donc, quand elle a ouvert les stores, les chats qui étaient toujours là, elle a pu la voir. Donc, elles peuvent se voir, leurs regards se croisent. Et zut, je me suis grillé, qu'elle dit, maintenant elle sait que je suis là, pense Nicole. Et donc, elle referme rapidement les stores. Alors, les chats, bien entendu, elle devient encore plus insistante, elle s'approche de la fenêtre, elle lui crie « Nicole, je sais que t'es là, laisse-moi rentrer, je veux t'aider, laisse-moi rentrer ». Mais Nicole ne peut vraiment pas supporter ce genre de choses en ce moment, donc elle se roule sur son lit et elle finit par s'endormir. Quelques heures plus tard, quand Nicole se réveille, Leisha est partie, hein, ainsi que Gérontae. Donc elle est toute seule dans la maison qui est tout à fait calme. Alors il faut savoir que Gérontae, lui, il reste jamais très longtemps. Hein, quand il vient voir Nicole, c'est juste le temps de prendre de ses nouvelles, éventuellement avec quelques courses, comme ça a été le cas aujourd'hui, et puis il repart s'occuper de ses business, de ses propres affaires, etc. Donc Nicole se réveille, elle a toujours cet horrible mal de tête, elle se lève et elle marche très difficilement jusqu'au salon, où elle finit par s'allonger sur le canapé et se rendormir. Même si ça fait quand même 3 semaines que Nicole a ce mal de tête, eh ben en fin de compte, il ne s'est pas amélioré. Elle est convaincue qu'en prenant suffisamment d'ibuprofène et en se relaxant relativement longtemps, il va disparaître parce que ce mal de tête ne peut pas durer indéfiniment. Mais il s'est pas amélioré. Et au cours de ces 2 derniers jours, le mal de tête qui était déjà quasi insupportable a empiré encore plus. Il a atteint un niveau de douleur que Nicole n'a jamais connu jusqu'ici. Si on devait placer, ou si elle devait placer ce mal de tête sur une échelle de 1 à 10, ça serait un 20 sur 10, pour vous donner un petit peu une idée de la douleur. Il est devenu tellement intense qu'elle ne peut même plus ouvrir les yeux en ce moment. Gérontae, lui, quand il vient de temps à autre la voir, à peu près une fois par jour, il commence par lui dire que oh là là, tu sais, t'exagères, t'es douillette, t'es paresseuse, tu veux rien foutre. Et en fin de compte, tout ce genre toutes ces réflexions, ça la blesse, bien entendu, profondément. Et un jour où il repart sur le sujet, il commence encore à lui faire des reproches. Ouais, tu fais chier à rester allongé comme ça tout le temps à rien foutre. T'es vraiment une feignante. T'es casse-pieds, etc. Et elle, les larmes aux yeux, elle lui dit, mais tu comprends pas, c'est une douleur insupportable, je fais pas semblant. Elle a vraiment les larmes aux yeux. Et le ton monte et monte et monte, et Géronte lui fait des reproches tous les jours, devient de plus en plus agressif. Et donc, à la fin du mois de juin, donc 5 semaines après le début des maux de tête de Nicole, elle est toujours allongée sur le canapé, la lumière éteinte, une poche de glace sur la tête. Elle essaie juste de survivre au travers de la journée, quand elle entend la porte s'ouvrir, et c'est Gérontae qui entre, il claque violemment la porte de derrière en faisant un maximum de bruit, il lui dit même pas bonjour, il entre dans le salon en la regardant d'un œil vraiment réprobateur, et c'est à ce moment-là où Nicole pète un plomb, en quelque sorte. Il lui dit là, franchement, écoute Gérontae, j'ai vraiment pas besoin de ça en ce moment, nous deux, c'est fini, je veux plus te voir, rentre chez toi, barre-toi, je veux plus te voir, dit Nicole.
Ouais, comment est-ce que tu oses faire ça avec tout ce que j'ai fait pour toi? Je me suis occupé de toi ces 5 dernières semaines, à t'apporter à manger, et à t'acheter des courses, et venir avec des médicaments. T'es vraiment une sale égoïste, t'es ingrate, crie-t-il. Nicole, elle a même pas l'énergie pour se disputer, elle le laisse fulminer, gueuler et tout, sans répondre. Elle attend juste qu'il ait fini de crier et qu'il parte. Gérontae finit par dire tout ce qu'il avait à dire et il part en claquant la porte. Merci mon Dieu, dit-elle à haute voix. Quelques jours plus tard, donc, comme après chaque rupture avec Gérontae, Lécha revient chez Nicole. Nicole lui avait envoyé un texto pour lui dire que ça y est, maintenant elle a officiellement mis fin à la relation avec Gérontae parce que vraiment, ça, elle peut plus supporter. Donc maintenant, Leïcha peut venir, Gérontae ne risque pas de les surprendre et ça fera pas d'histoire. Et c'est donc la première fois qu'elle voit Leïcha depuis que ces maux de tête ont commencé. Alors, Leïcha entre dans l'appartement, enfin dans la maison, et elle comprend très rapidement qu'il y a quelque chose qui ne va vraiment pas chez Nicole. Toutes les fenêtres sont ouvertes et Nicole louche en direction de Leïcha en lui faisant signe d'entrer. C'est un petit peu comme si elle avait du mal à la voir. Mais, mon Dieu, lui dit Leïcha, mais qu'est-ce que c'est? Est-ce que ce mal de tête est toujours aussi intense après tout ce temps? Ben oui, Leïcha, il est même devenu encore plus intense, répond Nicole en pleurant. Alors Leïcha entre, et Nicole la guide au travers de l'appartement sombre jusqu'à la cuisine à l'arrière. Nicole s'assied, Leïcha prend place en face d'elle et elle commence à poser des questions à Nicole sur son mal de tête, sur Gérontae, sur sa vie, sur ce qui se passe, sur comment ça va. Et très rapidement, Leïcha se rend compte que Nicole a des réponses qui ne tiennent vraiment pas debout. Même aux questions les plus simples comme qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui ou qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui, les réponses de Nicole sont fragmentées, incohérentes, ça ne tient pas vraiment debout. Euh, Écoute, Nicole, lui dit Leïcha, ça c'est vraiment pas un mal de tête normal, c'est quelque chose de très sérieux, vraiment très sérieux. Il faut que tu ailles à l'hôpital tout de suite, hein. Faut plus perdre de temps avec ça. Et Nicole commence à réaliser quand même que même si elle a essayé de supporter son mal de tête en espérant que ça disparaisse, elle peut bien voir quand même qu'il y a quelque chose qui va vraiment pas et qu'elle a besoin sûrement de l'aide d'un médecin. Donc elle accepte d'aller à l'hôpital, Leïcha l'aide à se relever, elle la conduit dehors jusqu'à sa voiture, et donc elle conduit Nicole à l'hôpital. À l'hôpital, Nicole est rapidement prise en charge par une équipe médicale et lui pose plein de questions, font des examens, et donc finissent par se décider de faire une imagerie médicale, un scan en quelque sorte, pour voir ce qui se passe à l'intérieur de sa tête. Et pendant ce temps, Leïcha reste à ses côtés, elle la tient par la main, elle la rassure, elle lui parle doucement, etc. Après quelques heures, les médecins reviennent avec les résultats. Alors déjà, ils regardent Nicole avec un air qui inquiète un peu, vous voyez. C'est un air qui est un mélange de surprise et de gravité. Euh, L'un des médecins finit par lui dire, écoutez, nous avons trouvé quelque chose de très inhabituel dans votre tête. Lui dit-il. Ah bon? Ben, quoi? Lui demande Nicole. Une balle. Il semble que vous avez une balle logée dans votre cerveau. Nicole est totalement choquée, elle est incapable de comprendre ce qu'elle entend, ce qui s'est passé. Une balle? Mais comment c'est possible ce truc-là? Ben, les médecins lui expliquent que la balle est là depuis plusieurs semaines, probablement depuis ce fameux accident de voiture dont elle se souvient vaguement. Donc on va vous garder ici pour voir comment on peut retirer cette balle sans causer plus de dégâts, lui dit le médecin, parce que c'est pas facile d'enlever une balle qui est logée en plein milieu du cerveau. D'ailleurs, le scan que vous pouvez voir à l'écran à ce moment est le vrai scan de la tête de Nicole. Alors, Nicole, abasourdie, bien entendu, elle fait oui de la tête, hein. Pendant ce temps-là, Leïcha appelle la police pour signaler ce qu'elle vient d'apprendre, parce que si sa copine a une balle dans la tête, c'est qu'il s'est passé quelque chose de pas normal. Donc la police arrive à l'hôpital et commence à interroger Nicole et Leïcha pour essayer de comprendre comment cette balle a pu finir ou par se retrouver dans la tête de Nicole. Et
à force de questions, de travail de mémoire, etc., Nicole finit par apprendre et à reconstruire ce qui s'est passé le jour de l'accident. Alors le jour de l'accident, elle et Géronte étaient à une fête, à une partie, où ils s'étaient disputés parce que Géronte, selon sa bonne habitude, avait commencé à flirter avec des filles, etc. Donc les choses avaient monté en puissance et puis ils avaient fini par se disputer. Donc Nicole, elle était en colère et elle est entrée dans sa voiture. Ils étaient arrivés chacun avec leur voiture. Donc Nicole est entrée dans sa voiture et pour se venger, elle avait fait rentrer sa voiture. Elle avait heurté en fin de compte l'arrière de la voiture de Géronte avec la sienne, histoire de l'embêter. Géronte était super furieux, il est sorti de son véhicule, il s'est placé devant elle, là devant le pare-brise, il avait sorti son arme et il lui a tiré une balle dans la tête de sang-froid. Donc la coupure qu'elle avait sur son front, en fin de compte, c'était pas du tout des morceaux de verre après un accident, mais c'était tout simplement une balle qui lui avait été tirée dans la tête. Nicole n'est pas morte, donc la preuve. Elle était donc inconsciente et Géronte avait pris Nicole inconsciente et l'avait ramenée chez sa mère, à lui, et lui avait demandé de soigner la blessure. Et donc c'est ce que la mère de Géronte a fait. Alors elle ne savait pas ce qui se passait, elle ne savait pas, connaissait pas la gravité de la situation. Géronte lui a dit elle a eu un accident, un petit accident, il y a eu des débris de verre, voilà, il faut lui soigner la tête, et la mamie l'a fait. Alors, avant de finir un petit peu de cette histoire, il est peut-être temps de parler un petit peu de la personnalité de Géronte, qui avait été d'ailleurs, il avait eu 13 chefs d'accusation étant plus jeune pour des abus sexuels et des violences. Et il y a plusieurs traits de caractère dans l'histoire que je viens vous raconter qui ressortent dans son comportement et dans ses interactions avec Nicole. Premièrement, il avait tendance à minimiser, à invalider la douleur de Nicole, il l'accusait d'exagérer sa douleur, il la traitait de douillette, de paresseuse, ce qui est une façon très courante de manipuler quelqu'un en invalidant ses sentiments et en le faisant douter de lui-même. Ensuite, Géronte montre de toute évidence des signes d'agressivité et de comportement dominateur. Par exemple, il claque les portes pour vraiment faire du bruit, il élève la voix pour faire des reproches à Nicole, et cette agressivité, c'est une façon de contrôler et d'intimider Nicole. Et puis, il y a une incohérence dans son comportement, ce qui est également typique des manipulateurs. Parfois, il va sembler attentionné quand il apporte des courses, des médicaments à Nicole, mais ce comportement contraste avec son agressivité et ses accusations, comme vous pouvez le voir. Et cette incohérence, elle crée, c'est ce fameux lien traumatique dont je parle dans mes webinaires, il crée une confusion émotionnelle chez Nicole et la rend encore plus dépendante de lui. En plus, donc, il fuit ses responsabilités. Quand Nicole le confronte à la fin de leur relation, il l'accuse d'être égoïste, d'être ingrate, il refuse de reconnaître ses propres comportements qui sont totalement abusifs. Et ça aussi, c'est typique des individus manipulateurs qui ne veulent jamais admettre leur tort. Donc, quand on regarde les traits de sa personnalité, comme je vous les ai tous indiqués si vous avez été attentifs, on peut voir que Géronte présente des traits narcissiques. Il a un besoin constant de contrôler Nicole, il manque d'empathie, il ne montre pas de compréhension, de compassion pour la douleur de Nicole, il se concentre sur ses propres besoins, sur ses propres perceptions, il ne gère pas les critiques à l'accusation, et donc les accusations qu'il a par contre envers Nicole montrent qu'il a une image de soi qui est relativement fragile et grandiose. Il montre aussi des traits antisociaux et sociopathiques, la façon dont il manipule Nicole pour cacher l'incident de la balle dans sa tête, montre quand même qu'il est prêt à tromper pour protéger ses propres intérêts. Et en plus, il est donc impulsif et agressif, comme on le voit dans sa réaction à l'accident de la voiture et ses interactions avec Nicole. Parce que bon, même s'il y a eu un peu de tôle froissée parce qu'elle lui est rentrée dedans avec la voiture, et c'est vrai, elle l'a fait exprès, de là, lui tirer une balle dans la tête, c'est peut-être un tout petit peu exagéré quand même.
Et donc, il montre des comportements d'abus émotionnels, justement, en minimisant les symptômes de Nicole, alors qu'il sait parfaitement qu'il lui a tiré une balle dans la tête, quand même, et il lui fait douter de la légitimité de ses propres sentiments et de ses propres perceptions, en la critiquant, en minimisant ses douleurs, et donc, de cette façon, il l'isole et la rend plus dépendante de lui. Donc, en conclusion, Gerontae, il présente des traits de personnalité narcissique et antisociaux, et donc, on peut voir, c'est le besoin de contrôle, le manque d'empathie et des comportements manipulateurs et agressifs. Ces traits vont se manifester donc au travers de ces interactions invalidantes, abusives avec Nicole, et donc c'est comme ça qu'on peut voir qu'on a ici, en fin de compte, une personnalité complexe et potentiellement dangereuse. Tous les signes étaient là dans tout ce que je vous ai dit depuis le début de l'histoire. Donc, les médecins explique à Nicole que le problème est qu'elle est restée plusieurs semaines sans soins, aux environs de 5 semaines, et donc ça fait que son corps a formé un tissu cicatriciel, un tissu de cicatrice en quelque sorte, autour de la balle. Alors le côté positif de l'affaire, c'est que ça veut dire que ça a empêché une infection grave. Donc elle n'a pas eu d'infection au cerveau et ça lui a sauvé la vie en quelque sorte. Le côté négatif, c'est que cela rend l'extraction de la balle extrêmement délicate. Les médecins lui disent, écoutez, votre survie c'est vraiment un miracle, on va essayer de faire notre mieux pour vous soigner, mais il faudra du temps et beaucoup de précautions. Pour ce qui est de Gerontae, il a disparu avant que la police puisse l'appréhender, mais donc ils ont lancé une chasse à l'homme pour le retrouver. Nicole est allongée sur son lit d'hôpital, elle ne peut pas s'empêcher de ressentir un mélange de soulagement et de terreur. Alors le soulagement, c'est de savoir enfin ce qui lui cause ce fameux mal de tête infernal, mais aussi la terreur de savoir qu'elle a en fin de compte une balle en plein milieu de la tête, en plein milieu du cerveau. Leisha va la voir tous les jours et elle lui apporte des livres, des magazines pour passer le temps. Les médecins font de leur mieux pour gérer sa douleur, mais Nicole sait que la route vers la guérison sera longue. Un matin, Nicole est réveillée par un bruit de pas précipité dans le couloir. C'est une infirmière qui entre en trompe dans la chambre avec un visage grave et qui lui dit « Nicole, la police a retrouvé Gerontae ». Nicole se sent submergée par les émotions. Enfin, ça y est, on l'a retrouvée. Quelque temps après, un inspecteur de police, l'inspecteur Harris, arrive et confirme la nouvelle. Gerontae a été retrouvé dans une cachette. Il a été retrouvé, il est en ce moment même en garde à vue et il sera jugé. Donc, Nicole, même si elle est soulagée, ne peut pas s'empêcher de ressentir un poids lourd sur son cœur parce qu'elle l'a quand même aimé. Les semaines suivantes sont marquées par une série d'audiences judiciaires. Nicole, malgré sa condition, décide de témoigner contre Gerontae. Le jour du procès, elle se tient courageusement à la barre des témoins. Elle raconte en détail ce qui s'est passé ce soir-là. Elle décrit la douleur, elle décrit la trahison, elle décrit la peur qu'elle a ressentie. Gerontae, de son côté, en bon sociopathe, minimise ses actions. Mais les preuves sont accablantes, il a absolument aucun remords, peu importe. Et donc, le témoignage de Nicole, combiné avec les preuves médicales, vont sceller le sort de Gerontae. Le jury le déclare coupable de tentative de meurtre et plusieurs autres charges, et il est condamné à 25 ans de prison. Pour Nicole, c'est une victoire douce amère, parce que même si justice lui a été rendue, elle sait maintenant que sa vie ne sera plus jamais la même. Parce que la balle doit rester logée dans sa tête. Une présence constante qui lui rappelle ce qu'elle a enduré. Les médecins continuent de surveiller sa condition, mais retirer la balle est tout simplement trop risqué. Ils ne peuvent donc que la surveiller et faire de leur mieux pour alléger ses douleurs. Avec le soutien de Leisha et de sa famille, Nicole commence un long processus de guérison. Elle se rétablit lentement, elle trouve de nouvelles façons de vivre avec sa condition. Elle devient une source d'inspiration pour d'autres personnes avec qui elle partage son histoire de survie et de résilience. Chaque jour est un défi, mais Nicole est déterminée à reconstruire sa vie. Elle apprend à apprécier les petites victoires, comme une journée sans douleur intense ou une promenade dans le parc. Elle sait que le chemin est long, mais elle est prête à le parcourir une étape à la fois. Et à travers de tout cela, Nicole n'oublie jamais la force qu'elle a trouvée en elle-même. Elle sait maintenant qu'elle peut surmonter n'importe quoi, même les obstacles les plus insurmontables.
Et c'est cette force qui l'accompagne chaque jour alors qu'elle continue à se battre pour une vie meilleure. J'espère que cette histoire vous a plu. Souvenez-vous d'avoir appuyé sur la petite cloche pour être averti la prochaine fois que je mets une vidéo en ligne. Et je vous dis à bientôt.